Je disais donc, on a le plaisir de cet après-midi d'accueillir Alexandre de Juniac. C'est le président du groupe Air France KLM. Il va nous parler des acquis sociaux versus les enjeux mondiaux. Air France, vous le savez, qui a connu donc au mois de septembre et d'octobre une des grèves les plus marquantes de son histoire, une grève qui lui a fait perdre 300 millions d'euros. Voilà, merci d'accueillir maintenant Alexandre de Juniac. Merci de l'applaudir. Bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus après ce qui paraît être un excellent déjeuner, ce qui me met dans une position difficile, surtout en plus après le brillant échantillon que nous avons eu ce matin. J'ai un peu l'impression de passer comme le chanteur qui fait la suite des Stones. Vous voyez, c'est un peu difficile pour moi, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, le sujet, madame, que vous m'avez donné, et Jérôme qui m'a donné à traiter, ce sont les acquis sociaux contre les enjeux mondiaux. Je pensais bien qu'il y avait une arrière-pensée derrière ce sujet, qu'il fallait que je vous parle de la grève des pilotes pour illustrer cette thématique. Alors, oui, je vais vous en parler, mais dans une seconde. Je vous en parle dans une seconde. Parce que, dans le fond, en me penchant sur ce sujet, je souhaite, à titre préliminaire, partager avec vous quelques réflexions sur cette notion d'acquis sociaux, d'enjeux mondiaux, et puis vous montrer comment elle s'applique à l'aérien, puis vous parler de la grève. D'abord, je me suis interrogé sur la définition des acquis sociaux. Si vous regardez la définition des acquis sociaux, il n'y a pas de définition vraiment. Et si vous en regardez la traduction en anglais, c'est social benefits. Vous voyez que c'est assez différent en réalité. Et les deux différences que je vois par rapport à la traduction anglaise, c'est que chez nous, les acquis sociaux ont deux caractéristiques. Ils sont intangibles et irréversibles. Intangible, surtout on n'y touche pas. Irréversible, surtout on ne revient pas en arrière, espèce de seuil, puis après on monte, etc. Quand on regarde encore de manière un peu plus précise, on s'aperçoit que les acquis sociaux, c'est quelque chose de très très flou. Donc c'est une notion très très imprécise en fait. Ça comprend beaucoup de choses. Et on peut y mettre les 35 heures, l'âge de la retraite, l'interdiction ou la limitation du travail des enfants. Enfin, vous pouvez y mettre un nombre de choses considérables. Et dans le fond, on se rend compte que c'est quelque chose de très hétérogène et de très très flou. Alors, l'autre terme de mon sujet, qui sont les enjeux mondiaux, alors ça aussi c'est assez large, il faut bien le dire. Quand on y pense, il n'y a pas que la compétition économique, je pense que vous en avez traité ce matin. Bien sûr, il y a la compétition économique. Et dans le secteur aérien, nous subissons une compétition économique qui est monstrueuse, quand vous y réfléchissez. Parce que dans le fond, et qui est extrêmement centrée sur la notion d'acquis sociaux ou sur la notion de social. Pourquoi ? Parce que dans nos coûts, nous maîtrisons moins de la moitié de nos coûts. L'autre moitié, c'est le fuel. Donc bon, je regarde tous les matins le prix du Brent, qui est une donnée sur laquelle j'ai zéro pouvoir. Après, j'ai des redevances aériennes, aéroportuaires. Il y a mon ami, je suis le premier client de mon ami Augustin. Voilà. Donc voilà. Il y a un certain nombre de coûts. J'utilise les mêmes avions que les autres, dans le fond. J'ai des Boeing, des Airbus, comme tout le monde, en gros. Et le principal coût sur lequel je peux agir, en fait, c'est le coût du travail chez moi. C'est le coût du travail. Donc, vous voyez bien, je me bats statuts sociaux contre statuts sociaux face à Qatar, face à Singapore Airlines, face à, dont l'ambassadeur est là, voilà. Face à Emirates ou face à China Eastern. Donc pour moi, c'est absolument clé ce qui se passe dans mon coût du travail. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas que la compétition économique dans les enjeux mondiaux, il y a la technologie. Quand vous y réfléchissez 2 minutes, la durée du travail qui, paraît-il, est un acquis social, paraît-il. Quand vous y réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire que la durée du travail pour un ingénieur qui a un smartphone ou une tablette chez lui ? Absolument rien. D'ailleurs, nos ingénieurs, nos cadres, d'ailleurs, et même pas que nos cadres, travaillent chez eux. Alors, on peut juger ça très bien, très mal, mais la durée du travail, qu'est-ce que ça veut dire pour une population? Est-ce que c'est un acquis social, en fait? Pas sûr. Autre élément, l'évolution des mœurs, par exemple. Je me suis penché sur la réglementation du travail des enfants, qui est un acquis social.
Alors vous savez que les premières réglementations, elles datent de 1840. Hein. Il fallait avoir au moins 8 ans dans des entreprises qui comptaient au moins 20 employés. Quand on avait moins de 20 employés, on pouvait travailler à moins de 8 ans. Puis ensuite, c'est monté à 12 ans, puis ensuite, c'est monté à 16 ans, etc. Donc c'est assez intéressant. Progressivement, ça a évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la notion d'enfant a évolué. Hein, c'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? On pense à donner le droit de vote à des enfants qui ont 16 ans. Enfin, est-ce que ce sont des enfants? Je ne sais plus. Est-ce qu'il faut les faire travailler? Pas travailler? Pas sûr. Pardon, vous m'entendez? Vous m'entendez? À droite? Vous m'entendez là? Pardon. Oui, donc on pense à donner le droit de vote à des enfants de 16 ans. Est-ce qu'il faut leur donner? Est-ce que ce sont des enfants? On les fait travailler à quel âge en fait? Vous voyez, c'est un sujet pas évident. Alors je ne vous parlerai pas de l'âge de la retraite, acquis social, 65, 60, 62. Avec l'allongement de la vie, est-ce que ça a un sens, cet acquis social? Dit autrement, à l'aune de ces constatations, quand vous y réfléchissez, avec l'évolution des enjeux mondiaux qui sont économiques, qui sont sociaux, qui sont sociétaux, qui sont technologiques, tout ce que vous voulez, les acquis sociaux, ça ne peut qu'évoluer. Ça n'est pas une notion figée. Ça, c'est pas du tout français. Ou ce n'est pas dans l'acception française de la notion d'acquis sociaux, dans cette notion d'irréversibilité et d'intangibilité. D'autre part, les acquis sociaux, quand vous y réfléchissez aussi, et moi je le vis dans l'aérien, c'est souvent une manière de protéger les, pardon de ce terme barbare, mais qui est un terme anglo-saxon, les insiders. Les acquis sociaux, c'est pour ceux qui sont dedans. Alors ceux qui sont dehors, on s'en fout, mais complètement. Mais non, mais ils ne sont pas inclus. Hein, donc les acquis sociaux, c'est ceux qui sont dedans. Et puis il y a ceux qui sont dehors. Il y a ceux qui sont dehors maintenant, et il y a ceux qui sont dehors dans le futur. Hein, il y a beaucoup d'acquis sociaux qu'on défend au mépris des générations suivantes. Qu'est-ce que c'est qu'un système de retraite non financé pour nos enfants? C'est juste une escroquerie, hein, quand on y réfléchit 2 secondes. Et puis, troisième élément, donc ces acquis sociaux peuvent évoluer. À quoi servent-ils? À qui servent-ils? Troisième élément, quelles sont les limites qu'on peut mettre à cette évolution des acquis sociaux? Moi, je crois que, je n'ai pas de leçon, rien, aucune leçon à donner. C'est un peu un compromis entre là où nous voulons vivre, ou ce que nous voulons vivre, ce que nous pensons de vivable, et ce que nous pouvons assumer. Ça, c'est difficile. Alors, dans l'aérien, ça veut dire quoi? Je vais vous donner cet exemple parce qu'il est assez illustratif. Donc, dans l'aérien, je vous rappelle, compétition mondiale, nous avons 2 grands compétiteurs. Par le haut, les compagnies du Golfe, voilà des gens qui arrivent avec prestations plutôt de qualité, des prix en dessous des nôtres. Mais, comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. Je dis pas chez nous. Pas chez nous. Non mais Donc vous voyez, une concurrence qui rend les choses un peu compliquées, hein, pour nous, face à des gens qui n'ont pas les mêmes droits ou les mêmes acquis sociaux, disons-le comme ça. Et puis de l'autre côté, alors quelque chose de complètement différent, c'est les low cost qui arrivent par le bas du marché. Hein. Ils ont pris la moitié du marché européen, 45% du marché européen. Quand je suis rentré chez Air France, hein, il y a 6 ans, ils en avaient 39. Et j'ai retrouvé dans nos archives des études très savantes que d'aucuns connaissent, que je reconnais dans l'assistance, qui montraient qu'il y avait une asymptote mathématique, il y avait un modèle d'enfer, on montrait ça, qui montrait que les low cost ne dépasseraient pas 25% du marché. C'était mathématiquement prouvé. Ils sont à 45, 6 ans plus tard. L'étude date de 2007-2008 à peu près. Donc, et alors là, chez les low cost, c'est autre chose. Hein. Ils ont d'abord agi, disons, à la limite du droit, et notamment du droit social. Il y en a un qui est toujours très proche de la ligne jaune, mais pas tous. Notre concurrent Orange se conforme au droit social, mais surtout, ils ont complètement renouvelé le système. Ils fonctionnent différemment. Ils ont baissé les coûts, mais ils respectent le droit du travail, ils respectent les conventions internationales, ils le font bien, mais ils font différemment. Donc, ça m'a amené à me dire, dans l'aérien, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à une compagnie qui, comme Air France, a probablement parmi les coûts de personnel les plus élevés? On est en train de le comparer
à nos principaux concurrents. Et avec KLM, on est toujours numéro 1 ou numéro 2 des plus chers. Il y a parfois les Américains. Ils ont un syndicat qui s'appelle l'US ALPA, c'est les pilotes américains, qui est assez bien organisé, il faut bien le dire. Il y a parfois les Allemands, la Luft. Les Anglais, c'est fini. Ils sont plus compétitifs que nous partout. Alors, je ne parle même pas des low cost ou des compagnies du Golfe. Là, l'écart est énorme. Mais pour nous, l'écart, c'est en moyenne entre 20 et 40% de compétitivité. Entre 20 et 40%. Vous voyez qu'il va falloir réfléchir à remodeler un petit peu la notion d'acquis social. Ça va arriver. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Ça va m'amener à la grève très vite. Comment fait-on pour faire ça? Moi, je crois que la première chose, et ça a été d'ailleurs une des erreurs que j'ai commises pendant ce conflit, c'est qu'il faut expliquer et convaincre. Et dans le fond, je pense qu'on se trompe sur le degré de conscience de nos troupes, quelles qu'elles soient, de ce qui se passe. Dans cette salle, vous êtes tous au courant, la concurrence, tout ça, la compétitivité, vous savez très bien. Ne pensez pas que les gens sont vraiment, que dans l'ensemble de nos troupes, ils savent un peu, ils ont un peu cette conscience, mais ils ne savent pas combien, quelle est l'ampleur de l'écart. Et ils ne savent pas du tout. Et en réalité, ce que cette grève a démontré chez nous, elle n'a pas démontré que ce qu'on faisait était mal, j'y reviendrai dans un instant, elle a démontré que le fossé entre ce que nous pensions qu'il fallait faire, parce qu'on voit la situation mondiale évoluer, les concurrents, donc les low cost, les pays du Golfe, on a une idée des écarts à combler, n'était pas du tout partagé. Non pas que c'était nié, ça n'était pas connu. Donc ça, c'est vraiment un point, il faut investir tous, là, si on est convaincu qu'on fait bien, sur la conviction et l'explication. Alors dans ce conflit, il illustre parfaitement là, cet écart entre les enjeux mondiaux et les acquis sociaux. Ce conflit commence donc mi-septembre, sur un timing qui est assez surprenant, puisqu'il y a un préavis de grève qui est déposé fin août, sur un sujet sur lequel nous avions prévu d'ouvrir des négociations 2 jours plus tard. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Enfin, je vais vous dire choqué. C'est que je ne comprends pas qu'on puisse déclencher un conflit alors qu'on a prévu des négos. D'abord, je trouve ça enfantin. Si la négociation rate, qu'on fasse un conflit, je peux le comprendre. Mais qu'on ne laisse même pas le temps à la négociation de se produire, je trouve ça assez incompréhensible. Alors on m'a expliqué, c'est parce que vous n'avez rien compris, en fait, c'est pour négocier sous la pression. Ouais, enfin, je trouve pas ça très malin, en fait. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Donc c'est que probablement ce sujet était loin. Deuxièmement, deuxième élément de surprise, les revendications du préavis de grève étaient très surprenantes. Il y avait 2 revendications, je passe, c'est un peu technique, mais qui ont été satisfaites tout de suite parce qu'elles ne posaient pas de difficulté. D'ailleurs, on était en négociation dessus. La troisième, vous vous souvenez, on voulait faire une low cost. Vous vous rappelez, une low cost en France, ça s'appelle Transavia. Je vous conseille de la prendre, elle est très bien. Donc voilà, je vous vendrai des billets à la sortie pour ceux qui veulent, pour aller à peu près partout en Europe et dans le bassin méditerranéen. Et la revendication du syndicat des pilotes de ligne était étonnante, parce qu'elle voulait qu'on applique les conditions Air France à notre low cost Transavia. Et ça, il y a une chose c'est une question que je leur ai posée à maintes reprises. Pourquoi vous accrochez-vous à une revendication qui, même pour l'homme de la rue, qui n'est pas un spécialiste du transport aérien, peut être un génie de la compagnie aérienne, pour voir que ça n'a pas marché, quoi. Les conditions Air France à une low cost, intuitivement, on sent que non. Alors, deuxième sujet de surprise. Sujet de surprise, c'est pourquoi s'accroche-t-on à une revendication dont l'acceptabilité économique est très très faible, dont la légitimité est faible. Pour moi, c'est un mystère. Troisième élément, et c'est là qu'on en vient au choc avec les acquis sociaux, et à mon avis, l'erreur que j'ai commise, c'est que nous avons introduit assez tard, après le dépôt du préavis de grève, mais avant le début de la grève, un sujet qui était de développer Transavia hors de France et hors de Hollande, faire Transavia Europe. Et alors là, tactiquement, très bien joué de la part du syndicat des pilotes qui a vu la faille. C'est bien joué, je veux dire, on n'avait pas expliqué, je n'avais pas suffisamment appliqué la première règle que je viens de vous donner, qui était de convaincre, expliquer pour convaincre, on n'avait pas expliqué. Il y avait des raisons, mais c'était comme ça. On a vu sortir tous les grands tabous de la société française. Donc délocalisation,
On a expliqué qu'on allait ouvrir des bases au Portugal et en Allemagne. On a expliqué que c'était délocalisation. Je vous ferai juste observer que le caractère pro-européen de la population française est assez remarquable. Portugal et en Allemagne, en Europe de l'Ouest, je crois. Voilà. Et deuxièmement, on a vu sortir dumping social. Dumping social en Allemagne. On est tombé sur la tête. Au Portugal, je veux bien, et encore, témoin de l'arrogance française. Bien sûr, les acquis sociaux français sont évidemment supérieurs au reste du monde, qui sont peuplés de sauvages, bien connus, dont les Allemands ont une brutalité inouïe, les Portugais, c'est bien en dessous. Mais j'ai eu le droit à des réflexions comme ça. Vos pilotes portugais, qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais je n'invente rien. C'est quand même inouï, quand on y réfléchit, à la fois dans l'engagement européen et la considération qu'on peut avoir de la protection des autres. Inouï quand vous y réfléchissez. Et donc, cette tactique a bien marché, parce que c'est là qu'on voit que quand on joue sur ce qui était considéré comme un acquis social, ou ce qui pouvait les menacer, on ne savait pas bien ce que ça allait menacer. Petit détail, on ne délocalisait pas un emploi, mais rien. C'était des emplois qui vont être créés plutôt par nos concurrents si ce n'est pas nous qui les créons. Donc de toute façon, ce ne sera pas des emplois français puisque ce sont des emplois créés au Portugal et en Allemagne. On s'est battu contre Ryanair depuis 15 ans. Quand ils ouvrent une base en France, ils appliquent le droit français. Ce n'est pas pour arriver au Portugal et dire on va appliquer le droit français. C'est quand même un petit peu de cohérence. On a même eu le droit à la demande d'un certain nombre de leaders que leurs syndicats viennent représenter les pilotes allemands. Je veux dire, vous avez bonne chance, vous avez discuté de ça avec le syndicat Cockpit qui représente les pilotes allemands, puis vous allez nous raconter comment ça s'est passé la réunion, parce que je voudrais être là. C'est quand même, c'est la vision bonapartiste, vous savez, on met le drapeau français sur toutes les places d'Europe. Et donc, mais c'est intéressant parce que ça montre, ce sujet-là a fait bouger l'entreprise et un peu le gouvernement. On nous a dit, Transavia Europe, là, dumping social, délocalisation, là, ça inquiète tout le monde. Et donc, nous l'avons retiré. On a été obligé de le retirer. Mais voilà un bel exemple de choc. Acquis sociaux, vaguement, on ne sait pas bien lesquels, d'ailleurs, mais enfin, apparemment, il y a quelque chose qui est menaçant. Et puis, enjeux mondiaux, c'est la concurrence. Sans low cost, Air France KLM ne contrôlera pas au moins la moitié de son marché. Donc, quand je vais aller voir Monsieur Richard Anderson, le président de Delta, avec lequel j'ai une joint venture qui fait 13 milliards de dollars sur l'Atlantique Nord, donc un énorme machin. Quel est l'intérêt que je représente? C'est pas Alexandre de Juniac, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Air France, KLM, il s'en fout. Je lui apporte le marché européen. Et M. Liu, qui dirige China Eastern, je lui apporte le marché européen. D'ailleurs, moi aussi, je lui serrai la main parce qu'il m'apporte le marché chinois ou le marché américain. Mais si je lui dis, Monsieur Liu ou Monsieur Anderson, la moitié du marché européen m'échappe et probablement 60% dans 4 ans et puis 70% dans 8, il va me dire, Monsieur Julien, vous ne m'intéressez vraiment pas. Nos accords seront terminés dans 2 ans et puis voilà. Donc c'est fondamental pour nous. Fondamental. En plus, vous tous, vous voulez voyager par des low cost. Vous avez tort, mais c'est comme ça. Voilà, je pense que vous avez tort. Mais enfin, c'est ce que vous aimez. Vous aimez être maltraité. Donc voilà. On va s'en occuper. À part que sur Transavia, vous serez bien traité. Très bien traité. Voilà. Et donc, ça ne sert à rien de lutter contre le marché. Mais vous voyez à quel point il faut expliquer. On n'a pas suffisamment expliqué. Il faut le faire. Il faut le faire. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive un peu à surmonter cette opposition apparente, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'illusions, beaucoup de non-dits, quelques mensonges tactiques, bien faits d'ailleurs, j'étais la victime, donc je le reconnais. Mais c'est aussi pourquoi on n'arrive pas beaucoup, je pense, enfin peut-être dans ce pays, pardon de généraliser, au-delà d'Air France KLM, mais Air France représente un tout petit bout de société française, si on veut, un peu caricatural peut-être. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire avancer les choses? On n'a pas suffisamment expliqué, donné les enjeux, et quand on les a donnés, là, on y arrive. Alors je vais vous donner, ce sera ma conclusion. Quand j'ai fait le plan Transform, c'est le premier plan d'Air France KLM que j'ai fait moi, quand je suis arrivé, en 2011-2012. C'est un plan qui a porté sur 10 000 suppressions d'emplois au total, donc c'est quand même beaucoup. Sur 20% de gains de productivité, on a supprimé par exemple 2 semaines de congé. Vous voyez, ça vous paraît évident, 2 semaines de congé à supprimer, mais c'est pas évident, je peux vous dire. Quand vous vous présentez devant tout le monde en disant hop, 2 semaines de moins, moyennement populaire, et on l'a fait avec les syndicats. Les syndicats ont signé nos accords.
y compris les pilotes d'ailleurs. Et pourquoi? Quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tout expliqué, tout mis sur la table. Donc, une fois que le diagnostic est partagé, c'est dur d'aller contre le diagnostic. Et ensuite, une fois qu'on avait notre plan, on l'a fait expertiser. Les meilleurs experts mondiaux sont venus, on a payé un tas de cabinets de consultants très chers, pour dire que le plan n'était pas totalement idiot. Donc après, une fois que le diagnostic est partagé, qu'on considère que le plan n'est pas... C'est comme ça qu'on y arrive. Et dans le conflit, ce que je crois, c'est qu'on n'a pas suffisamment expliqué à la partie européenne. Nos troupes n'étaient pas prêtes à accepter, ou ils voyaient le low cost comme une menace, alors que c'est une opportunité pour eux. Je rappelle à nos pilotes, aucun n'allait forcer dans la low cost, c'était sur la base du volontariat, et ils ne pouvaient que gagner de l'argent. Je me réveillais de temps en temps la nuit en me disant, mais pourquoi ce conflit? Il n'y avait que du plus. J'avouerais qu'il y a un moment où on ne comprend plus, quoi. Mais qu'ils m'ont expliqué après, ils m'ont dit, oui, mais monsieur, on a peur pour nos enfants qu'ils ne pilotent que des avions low cost. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes drôle, mais moi j'ai déjà 200 candidats qui sont 200 candidats de pilote Air France pour 70 places. Donc ça ne doit pas être le bagne quand même. Non. Donc là, le non-dit, les fantasmes, on n'explique pas. Et puis, je leur ai dit, mais vous savez, moi, si on ne fait pas ça, nos enfants, il n'y aura plus d'avion Air France. Donc ça va être un peu compliqué après. Donc il n'y aura plus de pilotes, ils iront piloter chez Qatar. Et là, M. Qatar, il m'a raconté comment il considérait le droit de grève, c'était pas tout à fait la même chose que nous. Après, vous vous débrouillerez. Donc tout ça pour vous dire, les choses sont difficiles, elles peuvent être expliquées, il faut y consacrer du temps. Et puis, il y a un moment où il faut aussi savoir dire non. Voilà. De temps en temps, oui, mais il faut assumer les décisions qu'on prend.